Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo. L'objectif de cette vidéo, ça va être de reprendre les plans économiques de chacun des partis politiques qui se présentent actuellement en lice pour les élections législatives qui devraient arriver dans quelques jours. À travers cette vidéo, l'objectif c'est de reprendre détail après détail les arguments économiques que certains partis peuvent mettre en avant. Nous allons notamment nous concentrer aujourd'hui sur trois partis politiques, le parti du Front National, le parti du Nouveau Front Populaire, NFP, ainsi que sur le parti Renaissance. Notons que nous nous concentrons uniquement sur l'aspect économique que les partis peuvent mettre en avant. Tous les aspects sociaux, culturels ne nous concernent pas, ce n'est pas du tout le sujet de la vidéo. À travers cette vidéo, je vais aussi essayer d'être simple, compréhensible pour la plupart d'entre vous. Je ne rentrerai pas dans les termes financiers trop compliqués. L'objectif à terme de cette vidéo, c'est que tout le monde puisse comprendre de la meilleure des manières le sujet. En aucun cas, je suis présent ici pour vous dire qui voter, c'est privé, c'est bien pour ça qu'il y a un isoloir, la décision vous appartient, mais j'ai reçu de nombreuses demandes pour pouvoir décortiquer certains détails, alors c'est parti. La vidéo va s'articuler d'une manière assez simple, via un PDF sur lequel je viendrai vous faire des dessins pour venir vous expliquer certaines choses. Donc pour rappeler le contexte, ici Emmanuel Macron a appelé justement à la dissolution de l'Assemblée nationale, d'accord, et donc le marché a qualifié justement cette décision de désordonnée, de risquée, d'accord, pour savoir que l'instabilité politique dans la finance, ça inquiète finalement les investisseurs extérieurs, d'accord, notamment vis-à-vis du fait parce qu'on a certains partis qui de manière extérieure inquiètent le marché pour leur plan économique et légèrement politique sur certains points, d'accord, notamment deux partis qui sont actuellement très bien placés dans les sondages, le Front Populaire, d'accord, et le Rassemblement National de Marine Le Pen. Alors, dites-vous qu'encore une fois, je préfère le repréciser, à travers cette vidéo, nous allons qu'expliquer le biais économique, d'accord, tout ce qui est le biais culturel, les décisions sociales ne nous appartiennent pas. Aujourd'hui, nous, on est investisseurs, on a des allocations justement dans des entreprises françaises, dans des entreprises américaines ou d'autres, et on doit se renseigner sur finalement la stabilité ou le chemin que certains pays peuvent emprunter pour que nos allocations soient au beau fait à la fin de leur échéance, d'accord. Aujourd'hui, c'est tout bonnement l'objectif du live. Donc forcément, ici, ce qui inquiète surtout le marché, c'est que la solvabilité de la France soit impactée, ok, que justement par rapport au plan économique que le Front Populaire va pouvoir prendre ou que le Rassemblement National va pouvoir mettre en place, justement c'est le fait que, ok, est-ce que la France va pouvoir avoir une continuité sur les années, d'assurer finalement, notamment ce qu'elle doit par exemple aux créanciers, de sa dette, etc. Pour faire très simple. Et donc on a ces trois partis actuellement qui se font la course, donc le Nouveau Front Populaire, du coup ça a été l'union de la gauche et de certains partis de gauche et de l'extrême gauche, le Rassemblement National, donc considéré comme extrême droite, et Renaissance, qui est le parti d'Emmanuel Macron actuellement en vigueur. La situation actuelle, qu'est-ce que c'est ? Aujourd'hui, on a un déficit budgétaire qui est énorme, 5,5% du PIB, d'accord, classé parmi les 3 pires en Europe, un endettement qui est relativement massif, avec une dette publique qui représente 110% du PIB, contre une moyenne de à peu près 88,6% en zone euro, soit environ 3100 milliards d'euros. Au début de l'année, nous ne parlions que de 3000 milliards d'euros, c'est vous dire. Croissance du PIB qui est quasiment nulle, si ce n'est extrêmement faible, 0,9%, un taux de chômage qui est à 7,5% contre 6,4% en zone euro, et une balance commerciale qui est extrêmement déficitaire de 7,5 milliards contre une moyenne excédentaire de 15 milliards en zone euro. Donc ça veut dire qu'on est un petit peu plus haut que la moyenne, mais on est quand même très déficitaire, d'accord. Donc ça c'est le contexte actuel, c'est ce qu'il faut savoir, c'est les données qu'il faut avoir en tête. Les conséquences de tout ça, qu'est-ce que c'est que dans un premier temps on a un taux d'emprunt qui est plus élevé, d'accord. Donc plus il y a de risques justement pour les prêteurs, ça augmente du coup le coût des emprunts pour l'État. Il faut comprendre que les États actuels sont tous extrêmement endettés, d'accord, ce qui pose pas forcément de soucis à partir du moment où il y a une bonne gestion de la dette, ok. Sauf que un État qui est endetté doit avoir ce qu'on appelle un bon rolling de dette. Donc il y a deux choses qui sont dépendantes à ça. C'est à quel taux l'État va-t-il emprunter au moment où il emprunte, d'accord. Donc suivant les contextes économiques, soit c'est très haut, soit c'est plutôt moyen, soit c'est très bas et tout va bien, d'accord. Donc soit des moments compliqués, des moments de latence ou des moments extrêmement profitables pour vraiment faire du quantitative easing, envoyer de la liquide dans l'économie et que tout se passe bien. Et la deuxième chose, c'est surtout quelle image va-t-il refléter à l'extérieur sur son plan économique, d'accord, parce qu'il faut comprendre
comprendre que les entités, les gens, les personnes, enfin bref, ce que vous voulez, qui achètent la dette de l'État, misent sur la bonne tenue de l'État pendant par exemple 10 ans, d'accord? C'est ce qu'on appelle acheter des obligations. On ne dit pas on achète de la dette, on achète des obligations, d'accord? Et donc par exemple, quand vous achetez des obligations de la France, là actuellement, l'obligataire français est censé vous rémunérer 3,1% sur 10 ans. Sauf que en 10 ans de temps, il peut s'en passer des choses, d'accord? Et donc si vous voulez, quand un investisseur va acheter de la dette française, il va lui donner de la liquidité de manière instantanée. Par exemple, moi j'achète 1 million de dettes françaises, ça passe, si vous voulez, d'un moment où c'est de la dette pour la France, bah faut rembourser, etc., à bam, ça devient de la liquidité, on peut l'utiliser. D'accord? Donc ça permet de driver le pays, de faire fonctionner les services publics et de faire un rolling de deck plutôt sympathique pour une bonne tenue de route finalement. Voilà, donc ça c'est très très important à comprendre. Et ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que 48% de la dette française actuellement est détenue à l'extérieur, par des agents externes. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si justement on a des très grosses complications politiques, ça va amener des très grosses complications potentiellement financières, d'accord? Et donc ça peut amener des complications sociétales très claires, d'accord? Et là à ce moment-là, c'est pas rigolo et je pense qu'on n'en arrivera pas là, mais c'est à garder à l'esprit tout de même. Deuxième point, notre emprunteur dégradé qui devrait se dégrader davantage après les élections, entraînant des taux encore plus élevés. Et oui, vous avez des agences de notation mondiales, d'accord, qui viennent finalement noter votre capacité, en fait, elles vont venir noter votre bonne économie et du coup votre capacité, entre guillemets, à vendre votre dette et à la rembourser. D'accord? Donc je vous affiche là tout de suite justement le tableau qui vient vous refléter les notations obligataires. Donc vous avez AAA, AA+, D, etc. Donc plus vous êtes bas, forcément plus vous avez une mauvaise note. Et donc là, très récemment, la note de la France a encore été dégradée. D'accord? Vous pouvez retrouver des cabinets type Standard & Poor's qui vont justement au Moody's, Fitch, qui vont justement pouvoir de manière indépendante noter les pays par rapport à leur dette. Et donc forcément c'est vraiment des informations très importantes pour des investisseurs quand on va vouloir prendre des décisions d'acheter de la dette de tel pays ou tel pays ou tel pays. D'accord? Troisième point, des intérêts d'emprunt plus élevés sont à prévoir, ce qui va creuser davantage le déficit budgétaire si les recettes n'augmentent pas. Impôts, taxes, etc. Il faut savoir que encore une fois, un État, c'est une entreprise, d'accord? Et aujourd'hui, ça a des dépenses, ça a des recettes. La totalité des recettes de l'État français, c'est des impôts et des taxes, d'accord? Donc forcément, ça on va y revenir un petit peu après. Vous allez voir à quel point c'est extrêmement important de faire attention à ça. Pourquoi? Parce que quand vous avez emprunté en 2020, les taux étaient, on va dire, à 0. D'accord? Vous empruntez à 0. La France emprunte à 0. Bon, c'est super, ou à peut-être 1%. Ok? Aujourd'hui, on est en 2024, les taux sont à 4,5. Donc, si vous voulez, les intérêts de la dette, donc ce que ça va vous coûter, en plus de rembourser ce que vous avez prêté, entre guillemets, ou ce qu'on vous a prêté, bah, ça va être plus cher, d'accord? Rembourser 1% de 1 million et rembourser 4,5% de 1 million, bah, c'est beaucoup plus, d'accord? Et échelonner ça à des coûts de 10 millions, 100 millions, 200 millions, 500 millions, ou plusieurs milliards, là on joue plus au même jeu. D'accord. Et dernier point, manque de compétitivité des sociétés françaises à l'international et dépendance de la France de ses partenaires commerciaux. Il faut savoir que des talons d'Achille de la France, c'est le fait que nous ne sommes pas du tout indépendants énergétiquement parlant. D'accord. Aujourd'hui, celui qui maîtrise les énergies maîtrise l'économie. Pas pour rien que les États-Unis sont la première économie mondiale de production de pétrole, de réserve pétrole, et c'est pas pour rien que c'est la première économie mondiale sur quasiment tous les plans, parce que justement ils maîtrisent l'énergie, ils maîtrisent l'économie, ils ont ce qu'on appelle les big heads aussi présents là-bas. Après on n'est pas du tout sur le même modèle structurel en Europe ou aux États-Unis pour le développement technologique et entrepreneurial, donc c'est pas comparable. Vous pourrez refaire une vidéo par rapport à ça si ça vous intéresse, mais effectivement on a un très gros manque de compétitivité des sociétés françaises pour beaucoup de choses. On n'est pas du tout sur les mêmes marges nettes, on a beaucoup plus d'impositions en France, on a un enfer administratif qui ne fait qu'augmenter, enfin c'est catastrophique. Donc forcément, vous voyez, on a des conséquences assez complexes à tout ça par rapport à la situation déjà en vigueur. Quelles sont les promesses? Alors les promesses, donc les programmes annoncés par les différents partis politiques sont axés sur les dépenses irréalisables au vu de la réalité économique. Au niveau du Rassemblement national, on est sur un budget annuel de l'État qui est fixé à plus de 100 milliards d'euros. Leur proposition pourrait réduire la croissance de 0,3% et augmenter le déficit de 6,5% du PIB d'ici 2026. Et au niveau du Nouveau Populaire, alors là, je pense qu'on casse des plafonds de verre. Le chiffrage irréalisable actuellement, mais les estimations seraient autour de 300 milliards d'euros et la suppression de 1,2 million
millions d'emplois. Alors, c'est bizarre, 1,2 million d'emplois, c'est étonnant. Non, 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 vous allez comprendre pourquoi. Dans tous les cas, sur le point de vue économique, on est face à deux partis qui sont déjà en train de faire du rétropédalage sur certaines choses qu'ils ont annoncées il y a un mois, par rapport justement à des petites promesses qu'ils ont mis en place entre guillemets, mais sur lesquelles ils sont en train de revenir parce qu'en fait ils se rendent compte que c'est pas possible, c'est pas réalisable. Donc forcément, encore une fois, je le dis souvent et je l'explique souvent, et parfois il y a beaucoup de gens qui sont pas d'accord avec moi, mais je sais très bien que j'ai pas tort. La finance surplombe la politique, d'accord? La politique n'est que le théâtre de la finance, c'est ce qu'il faut comprendre. Dans tous les cas, aujourd'hui, ce sont les détenteurs de la dette obligataire qui viendront décider de la bonne tenue ou pas de la France sur le long terme, d'accord? Et évidemment, que ce soit le Rassemblement national ou le nouveau Front populaire, peu importe lequel passera, il ne pourra pas faire ce qu'il veut du point de vue économique et financier, d'accord? Et ça serait une très grosse erreur. Ok, il n'y a pas à sortir la carte bleue et penser que voilà, on peut dépenser comme on veut. Non, ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça, et vous allez comprendre pourquoi. Au niveau des risques, donc le gouvernement actuel doit trouver 25 milliards d'euros d'économies en urgence d'ici juin 2025 pour respecter ses engagements envers l'Europe. Sinon, bah oui, c'est ce que je vous expliquais au début, le non-respect de ces engagements pourrait entraîner une sanction de 0,1% du PIB, soit une amende de 2,8 milliards d'euros chaque année tant que c'est pas réglé. D'accord, donc en plus de faire des économies de 25 milliards, en plus de rembourser les intérêts de la dette, en plus de rembourser juste la dette, ça va commencer à peser lourd sur la balance. Les conséquences des différents programmes: une augmentation massive des dépenses publiques pourrait conduire à une inflation plus élevée et donc réduire le pouvoir d'achat malgré les promesses des hausses du SMIC, d'accord? En plus, là, ce qu'il faut comprendre, c'est que le SMIC, c'est le seul point qui est indexé sur l'inflation, c'est pour ça qu'il a augmenté ces derniers temps. L'augmentation des dépenses publiques sans une augmentation correspondante des recettes fiscales augmenterait le déficit budgétaire. Évidemment, si vous augmentez les dépenses mais que vous n'augmentez pas les recettes, bah vous allez vraiment créer une trappe à dette, ça va être conséquent. Un déficit accru nécessiterait plus d'emprunts, augmentant ainsi la dette publique au-delà du niveau actuel des 110% du PIB. À court terme, les dépenses accrues pourraient stimuler artificiellement la demande et donc la croissance économique. À long terme, la croissance pourrait être freinée par un endettement élevé et un taux d'intérêt plus élevé. D'accord, donc là les conséquences sont vraiment pas à mettre de côté. Du côté investisseur, qu'est-ce que ça raconte? Parce qu'encore une fois, comme je vous l'explique, la quasi-totalité ou une très grosse partie de la dette française n'est pas détenue par la France, elle est détenue par l'extérieur. D'accord, donc finalement, par rapport à ce qui va se passer à l'intérieur, l'extérieur prendra des décisions, et ça peut être dramatique. L'incertitude en premier point. Les politiques agissent souvent de façon irrationnelle et court-termiste pour plaire à leur électorat, alors que les investisseurs et les patrons d'entreprise cherchent à prendre des décisions rationnelles de long terme en dehors de toute considération émotionnelle. D'accord ? Au niveau de la volatilité, les investisseurs ne savent pas modéliser véritablement les scénarios politiques de ce fait. Quand le marché n'arrivera pas à se projeter, alors il aura tendance à avoir énormément de volatilité et à clairement sortir du marché. D'accord ? Et qui dit sortir du marché, c'est demander par exemple à la France de rembourser finalement le prêt. Par exemple, l'obligation, on va dire, oh, j'ai prêté, je passe 100 000. Normalement, c'est au bout de 5 ans de me rembourser. Il y a 2 ans, bah, je demande qu'on me rembourse tout de suite sans les intérêts. D'accord ? Et ça, c'est des choses qui sont parfaitement admissibles. Et au niveau de la prudence, évidemment, il ne faut pas surréagir aux événements politiques et vendre complètement ses actions. C'est un conseil que je vous donne. Mais il est possible que la situation économique empire de nouveau. D'accord ? Donc, il faut quand même avoir un œil sur ses écrans, un œil sur ses graphiques, un œil sur ses investissements, s'être formé, comprendre un peu comment ça fonctionne. Sinon, ça en devient compliqué. Voilà, vous avez la situation actuelle, les conséquences, les promesses, les risques, les conséquences de différents programmes et surtout comment un investisseur va percevoir finalement cette situation. Continuons sur notre raisonnement. Récemment, la France et l'Italie ont été réprimandées par l'Union européenne pour avoir enregistré des déficits importants. D'accord ? Il faut savoir qu'en Union européenne, quand vous êtes membre, vous ne devez pas dépasser un certain seuil de dette par rapport à votre PIB. D'accord ? Je crois que c'est 130% ou je sais plus exactement. D'accord ? Ce sera à vérifier. Je vous l'affiche directement en screen. Et donc, c'est quand même pas rien parce qu'il s'agit des plus grands noms parmi les 7 pays qui risquent quand même une censure pour déficit excessif. Ok ? Donc ça, encore une fois, c'est pas du tout un élément positif qui est envoyé au marché, et donc ça peut être la première étape d'une confrontation qui pourrait, en théorie, entraîner des milliards d'euros d'amende, comme expliqué précédemment. Second point, l'agitation qui règne en France, évidemment, elle se répercute également sur le marché européen des introductions en bourse. Golden Goose a reporté la vente de ses actions en raison de la volatilité des actifs de la région, ce qui a fait chuter les valorisations. D'accord ? Vous voyez, ça a vraiment un impact multifactoriel. D'accord ? C'est vraiment
sorte de propagation un petit peu des soucis. La France, faut pas oublier que c'est la deuxième puissance européenne, d'accord, c'est quand même pas rien. Et pour terminer, on a quand même Vanguard qui a repéré une opportunité d'achat dans les obligations françaises si les spreads continuent à se creuser, d'accord, parce que dans tous les cas, bam, on va devoir venir recoller au niveau des corrélations entre la France et l'Allemagne qui sont quand même très corrélées sur une grande partie de leur économie et de leur santé économique. Donc ici, on a quelque chose de très intéressant qui nous est proposé par l'Institut Montaigne qui a pu faire une comparaison chiffrée des programmes aux dernières élections présidentielles en France et leurs résultats finaux finalement. Donc là, vous avez une synthèse des chiffrages qui sont évidemment très intéressants. Pourquoi? Parce qu'on perçoit ici qu'encore une fois, entre la politique et la finance, on a un fossé qui est énorme, d'accord? Donc entre ce qui peut être annoncé et ce qui en réalité est réalisé ou les résultats qui sont atteints, bah finalement ne sont jamais ceux qui sont annoncés, d'accord? C'est bien ici l'objectif de vous montrer qu'il y a une différence entre être politicien et être financier, et à quel point la France est dépendante de la finance extérieure, et que n'importe quel parti qui renie la finance, dans tous les cas, ne peut pas faire sans, d'accord? Il ne peut pas faire sans la finance. Vous n'êtes pas d'accord avec la finance, ok, mais vous ne pouvez pas faire sans, d'accord? Ou à ce moment-là, vous allez habiter à Euroville directement et il n'y aura pas de problème, ok? Ici, ce qui est très intéressant de mettre en avant, c'est que du coup, on avait la synthèse des chiffrages des différents candidats aux élections présidentielles, donc Marine Le Pen, Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon, Valérie Pécresse et Éric Zemmour, avec leur économie potentiellement réalisée, les dépenses qu'ils allaient potentiellement mettre sur la table et le total de ce que ça aurait pu donner, d'accord? Eh bien, on a pu avoir les dernières synthèses de ce que ça aurait donné en réalité. Ici, on voit que Marine Le Pen avait prévu des économies de 17 milliards, ici pour M. Macron 12 milliards, 112 milliards pour Jean-Luc Mélenchon, 16,5 milliards pour Valérie Pécresse et 22 milliards pour Éric Zemmour. Puis en fait on se rend compte que quand on voit justement les résultats, on n'était pas du tout dans ça. Alors excusez-moi, en rouge c'est justement les économies réelles justement calculées par l'Institut Montaigne. Ici, excusez-moi, Marine Le Pen voulait faire 55 milliards, ici Emmanuel Macron 44 milliards, Jean-Luc Mélenchon 267 milliards, Valérie Pécresse 84 milliards et Éric Zemmour 80 milliards. Alors pourquoi ça pose un souci? Parce qu'en fait, quand on va vous énoncer des programmes d'économie, en principe, on fait des économies pour faire plus de dépenses, ou on fait des économies pour réaligner le budget sur d'autres secteurs, d'accord? En l'occurrence, ici, ça aurait été relativement très problématique. Pourquoi? Parce que ici, par exemple, on a Jean-Luc Mélenchon qui nous explique qu'il avait voulu faire, dans son programme, on allait faire 267 milliards d'économies. Bon. Why not? Pourquoi pas? Cela dit, de son côté, il prévoyait 250 milliards de dépenses. Donc finalement, on a un delta ici de 17 milliards de bénéfices. Plutôt cool, ok, plutôt intéressant. Ça fait très longtemps que la France ne l'a pas vu. Ok. Sauf que l'Institut Montaigne, finalement, a penché son attention un petit peu sur le sujet. Mais finalement, en réalité, il aurait fait que 112,7 milliards pour 331 milliards de dépenses. D'accord? On aurait eu un creux budgétaire de 218 milliards. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est absolument énorme, d'accord? Donc c'est vous dire à quel point, encore une fois, il y a toujours un spread, il y a toujours une différence entre le programme annoncé et en réalité ce qui existe vraiment finalement dans l'économie en temps réel, d'accord? Emmanuel Macron, donc là justement 12 milliards d'économies calculées par l'Institut Montaigne, puis finalement lui il a annoncé 44 milliards, d'accord? Donc déjà là on a quand même un sacré trou qui vient se creuser. Les dépenses, lui de son côté, il voulait 50 milliards de dépenses pour 44 milliards d'économies, donc on avait un delta de 6 milliards finalement en moins, mais bon, ça peut se financer par de l'obligataire, c'est pas aberrantissime pour un État. Et ici, en fait, en réalité, on est à 57 milliards de dépenses pour uniquement 12,7 milliards d'économies. D'accord, ça date de 2022. Pas vous en rendez compte, c'est catastrophique. D'accord, c'est vraiment catastrophique. Et je crois qu'ils ont rajouté 100 ou 200 milliards de dépenses. Bon, bref, c'est absolument énorme. C'est vraiment très conséquent. Au niveau de Marine Le Pen, c'est exactement le même constat. D'accord, il n'y en a pas un qui rattrape l'autre. Ici, 17 milliards de dépenses, d'économies en réalité calculées par l'Institut Montaigne. Ici, elle annonçait 55 milliards, d'accord? Les dépenses, elle annonçait 68 milliards. Donc par ici, on avait un delta négatif, mais c'est financé, ça peut être financé par de l'obligataire, donc ça pose pas de souci. Si on avait un delta de 100 milliards, effectivement, financé par de l'obligataire, c'est aberrant et c'est aberrantissime, ça aurait pas pu être possible, d'accord? Là, en l'occurrence, c'est plutôt concret. Bon, c'est ok, ça peut rentrer dans des clous de financement, il n'y a pas de problème. Sauf que, vous voyez, là, il n'y aurait eu que 17,8 milliards d'économies pour 119,6 milliards de dépenses.
pense, c'est énorme. Creux budgétaire, et là en fait, si on recalculait les données de 2024, Emmanuel Macron et vous rajoutez 150 milliards à peu près, donc on est à peu près à 200 milliards là à l'heure actuelle, donc vous voyez, c'est vraiment pas bon, donc je pense qu'il serait aligné, bon lui ce serait une catastrophe pour le coup, mais je pense que le parti de Marine Le Pen et Emmanuel Macron serait à peu près sur le même déficit budgétaire voilà, annoncé par rapport aux 2 ans qui ne sont pas pris en compte dans justement le tableau. Éric Zemmour, par exemple ici on voit que il annonçait justement des économies de 80 milliards, il en a fait que 22. Il annonçait des dépenses de 60 milliards, et il en aurait fait quasiment 167, d'accord. Et l'Institut Montaigne ici nous montre un delta de 145, ici de 35, de 218 milliards ici. 44 milliards, c'est beaucoup plus aujourd'hui, il faut rajouter 2 ans, ils sont à peu près à 190 milliards. Et là, plus de 120 milliards, bon, vous voyez à quel point il y a une différence entre la politique et la finance. Ok, encore une fois, à travers cette vidéo, on est juste là pour évoquer le sujet économique. Ok, la culture, les décisions sociétales, ça ne nous intéresse pas, c'est pas notre problème. Là, on voit bien que, tout du moins d'un point de vue financier, il y a eu et il y a un gros souci. On perçoit que le marché est gravement atteint par cette décision et justement le pricing du risque de la part du marché vis-à-vis de la dissolution de l'Assemblée nationale. On remarque notamment Société Générale qui ici, depuis justement l'annonce d'Emmanuel Macron, perd 22% en bourse. Il faut savoir que pour une banque c'est absolument énorme, d'accord. On voit aussi la BNP Paribas qui perd sa première place de capitalisation bancaire européenne, d'accord, quasiment perte de 11% ici depuis justement la dissolution de l'Assemblée nationale. Vous notez quand même que BNP Paribas ne pèse plus qu'entre guillemets 67,1 milliards d'euros et se fait dépasser par Santander, d'accord, qui est aussi une très très grosse banque. Il faut comprendre que BNP Paribas fait partie des banques systémiques, d'accord, c'est des banques que vous connaîtrez aujourd'hui et sûrement plus tard, peut-être dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, mais dans tous les cas, ça restera les mêmes murs. Qu'est-ce que c'est une banque systémique? C'est une banque qui est tellement, si vous voulez, imprégnée dans la finance, imprégnée sur certains marchés, qu'elle ne peut pas tomber, ou en tout cas l'État et d'autres institutions ne la feront jamais tomber, parce que si elle tombe, on aurait une propagation, une diffusion des problèmes qui pourrait entraîner des problèmes mondiaux, d'accord. Donc ils sont vraiment très très exposés sur le marché des dérivés, etc. C'est une des plus grandes banques européennes, je crois que c'est la plus grande banque européenne si je ne dis pas de bêtises. Donc vous voyez, c'était la première banque européenne, donc c'est une très 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 grosse banque. Et donc voilà, c'est quand même pas rien. On a quand même des mastodontes qui ici viennent prendre quelques claques. Pareil, on a un très gros risque de fragmentation de la zone euro. Alors là, on est sur des thèmes un peu plus financiers, vous inquiétez pas, on va aller sur des choses un peu plus simples juste après. En principe, vous voyez, donc là vous avez FR10Y et DE10Y, qu'est-ce que c'est? FR10Y, c'est finalement le rendement obligataire à 10 ans de la France. Ça veut dire que c'est ce que la France va vous donner en intérêt quand vous allez acheter ses obligations au bout de 10 ans. DE10Y, c'est la même chose, mais pour l'Allemagne. C'est ce que l'Allemagne va vous donner en intérêt quand vous allez acheter un coupon de dette qui va durer 10 ans. D'accord, au bout de 10 ans, vous allez avoir par exemple 3%. Et là, on se rend compte que quand on fait justement le rendement obligataire français moins le rendement obligataire allemand, on est censé être justement sur quelque chose de très paisible, de très conflué, de très corrélé. Boum, on a une très grosse, si vous voulez ici, irrégularité qui prend place, on a une très grosse spread qui prend place. Et la plupart justement des investisseurs ici, donc moi je voulais inverser, cherchent justement à acheter dans ces niveaux-là pour recoller au spread. D'accord, donc vous voyez, ça c'est une fragmentation énorme entre justement les deux économies les plus puissantes de l'Europe. Donc là, vous voyez, bon, on est sur des termes plus économiques, financiers, vous inquiétez pas, on va arriver sur des choses un petit peu plus simples derrière. Et on pourrait se demander, mais comment ça peut se passer si vraiment on a un dérapage très intensif finalement voilà, dans l'écosystème économique, dans tout ça, qu'est-ce qui peut nous aider, qu'est-ce qui peut vraiment garder une certaine solvabilité française et qu'est-ce qui peut vraiment maintenir le bateau à flot? Et bien la Banque Centrale Européenne, elle, de son côté, peut intervenir en utilisant ce qu'on appelle le TPI, le Transmission Protection Instrument, okay, qui est là pour lutter contre les potentielles fragmentations dans l'économie européenne et donc protéger l'euro. D'accord, c'est surtout protéger l'euro, la monnaie que vous utilisez tous les jours, sa valeur, sa rémunération, aussi sa rémunérabilité, d'accord, et le fait que voilà, l'euro reste une monnaie très forte et compétitive internationalement parlant. D'accord, une fragmentation, ça peut intervenir parce que l'euro, en fait, si vous voulez, c'est
quand même un organe économique unique au monde, parce que la Banque centrale européenne n'a pas une seule économie à gérer, elle a de multiples, plus d'une vingtaine d'économies à gérer. Donc elle doit vraiment établir un équilibre entre toutes les économies, d'accord? Donc entre l'économie de la France, du Portugal, de l'Espagne, de la Belgique, de l'Allemagne, d'accord? Donc elle doit, si vous voulez, comprendre comment fonctionnent toutes les économies, maintenir le même équilibre partout, d'accord? Et parfois même quand elle doit augmenter les taux, par rapport à toute la situation des économies, d'accord? Donc ce qui est bien, c'est que quand même la totalité des économies européennes sont interconnectées, elles fonctionnent quasiment tous dans le même sens, donc c'est comme si finalement c'était qu'un seul pays, contrairement par exemple aux États-Unis. Les États-Unis, la Fed, la Federal Reserve aux États-Unis, elle augmente les taux que par rapport aux États-Unis, d'accord? Pas par rapport aux États-Unis, plus le Mexique, plus l'Argentine, plus la Colombie, plus machin, d'accord? Non, les États-Unis, c'est qu'un pays, alors que l'Europe, c'est un ensemble de pays. C'est là où justement la Banque centrale européenne, elle a aussi une instance régulatrice extrêmement importante, d'accord? Donc le TPI, qu'est-ce que c'est? Ça peut être une solution qui peut être envisageable. C'est justement un outil qui viendra s'ajouter, donc vous voyez, je vais vous lire la traduction qui a écrit juste ici. Donc le TPI viendra s'ajouter à notre boîte à outils et pourra être activé pour lutter contre des dynamismes de marché injustifiés et désordonnés qui constituent une menace sérieuse pour la transmission de la politique monétaire dans l'ensemble de la zone euro. La politique monétaire, c'est quoi? C'est la politique qui va dicter, si vous voulez, le rythme de l'inflation et surtout la valeur de la monnaie et le fait qu'il y ait du plein emploi et que l'économie se passe bien, d'accord? En préservant le mécanisme de transmission, le TPI permettra au Conseil des gouverneurs de remplir plus efficacement son mandat de stabilité des prix, d'accord? Donc c'est un outil qui est utilisable. Sous réserve du respect des critères établis, l'écosystème pourra procéder à des achats sur le marché secondaire de titres émis dans des juridictions connaissant une détérioration des conditions de financement non justifiées par des fondamentaux propres à chaque pays, afin de contrer, dans la mesure nécessaire, les risques pesant sur le mécanisme de transmission. L'ampleur des achats de TPI dépendra de la gravité des risques pesant sur la transmission de la politique monétaire. Les achats ne sont pas limités. Donc très clairement, le TPI, c'est le fait d'acheter de la dette de manière exceptionnelle sur un pays, d'accord, pour pouvoir venir apporter de la solvabilité dans ses comptes, d'accord? Donc on va lui donner de l'argent en achetant sa dette. Mais je peux vous dire que les conséquences sur les années derrière, elles sont énormes, d'accord? C'est vraiment juste, hop, lui on le met dans une petite bouée, d'accord? On s'en occupe, limite on a la main mise sur ce qui se passe à l'intérieur. Par contre, bah ça risque de pas être drôle avec ce qui va se passer derrière. Et ça fait notamment penser un petit peu à la Grèce et tout ce qui avait pu prendre place à l'époque. Paramètres d'achat, les achats de TPI se concentreraient sur des titres du secteur public, titres de créances négociables émis par les administrations centrales et régionales ainsi que par les agences selon la définition de la Banque Centrale Européenne. Voilà, l'activation, comment ça fonctionne, c'est que les achats seraient interrompus, soit en cas d'amélioration durable de la transmission. Clairement, on arrête d'acheter de la dette à partir du moment où ça va mieux, mais par contre, il va falloir nous la rembourser, soit sur une base d'une évaluation selon laquelle les tensions persistantes sont dues aux fondamentaux du pays. D'accord? Donc il y a deux façons de pouvoir entre guillemets interrompre un petit peu tout ça. Voilà. Et donc pourquoi le marché il n'a pas confiance et pourquoi justement le marché il price des risques, c'est ce qu'on va voir après. Mais vous comprenez bien que dans tous les cas, il y a la Banque centrale qui peut intervenir. On voit qu'on a un très gros écart entre le rendement obligataire de la France et le rendement obligataire de l'Allemagne. Normalement, ils sont censés être au même niveau, d'accord? Et là, on voit que ça a absolument explosé. On a vu qu'il y a des mastodontes qui commencent à prendre des claques. On voit encore une fois que la politique et la finance, malheureusement, c'est à dissocier sur tous les points. Et donc là, on va pouvoir commencer à comprendre un petit peu pourquoi le marché n'a pas confiance et pourquoi il price des risques. Tout simplement parce que les deux partis politiques qui sont en tête de liste, tout du moins sur le point de vue économique, d'accord, sont le Nouveau Front Populaire et le Rassemblement National, d'accord, qui justement vont émettre des possibilités de dépenses au marché qui sont absolument inabordables pour le pays à l'heure actuelle, notamment 280 milliards de dépenses supplémentaires pour l'essentiel justement non financé, donc de la part du Nouveau Front Populaire. On est un petit peu plus du côté du Rassemblement National, 110 milliards de dépenses supplémentaires et 50 milliards de recettes, soit un déficit de 60 milliards, d'accord. Au niveau de Renaissance, donc le parti du président en vigueur, M. Emmanuel Macron, on serait sur un déficit supplémentaire d'au moins 20 milliards, et les Républicains, c'est à peu près 12 milliards. D'accord, bon, ils n'ont absolument aucune popularité, enfin on les regarde pas beaucoup, c'est plutôt justement ces trois partis-là qu'il va falloir observer de manière très très précise. D'accord. Donc au niveau du Nouveau Front Populaire, évidemment, c'est absolument impensable, 280 milliards, là, donc, je vous ai donné les comptes français, hein, c'est pas possible, hein, c'est comme si on vous demande de dépenser 280 € alors que vous devez déjà 25 € d'économie à la fin de l'année, enfin c'est absolument pas envisageable. Du côté Rassemblement National, 110 milliards de dépenses supplémentaires
Pour le moment, c'est absolument inenvisageable, et d'ailleurs ils sont en train de revenir sur certains dires qu'ils ont pu prononcer il y a quelques mois. Du côté de Renaissance, c'est à peu près plus acceptable, mais il y a encore des choses qui sont pas encore sur la table et qui devraient augmenter justement le déficit tout de même. Donc forcément, les trois partis en tête restent très dépensiers. Cela dit, le parti d'Emmanuel Macron, considéré comme le plus pro-business, reste entre guillemets, d'après les comptes et d'après la finance, d'après les chiffres, d'accord, j'ai pas d'avis politique là-dessus, reste a priori le plus sensé et le plus raisonnable, d'accord. On peut reprendre, si vous voulez, quelques dires de certains partis politiques. On va regarder un peu certains programmes, mais par exemple on a le parti de Marine Le Pen qui s'appelle Rassemblement National, excusez-moi, qui propose justement un prêt d'État jusqu'à 100 000 € à un taux zéro, plus remboursé, pardon, vous n'avez pas besoin de le rembourser après le troisième enfant. Enfin, c'est comme si on vous donne 100 000 € gratuitement. Bon, c'est pas, enfin, je vois pas comment c'est possible dans les capacités budgétaires actuelles. Il propose aussi d'exonérer tous les jeunes de moins de 30 ans d'impôts sur le revenu, à peu près 4 milliards par an, de baisser la TVA de 20 à 5,5% pour les carburants, l'électricité, le gaz, le fioul domestique, donc c'est 10,3 milliards d'euros, chose que je trouve beaucoup trop large. Moi je trouve pas du tout que ce soit une bonne idée, parce que en fait si vous voulez, le but de Marine Le Pen derrière tout ça, c'est d'augmenter le pouvoir d'achat, sauf que enfin, les gens qui vont pouvoir profiter de ça, c'est qu'une faible partie de la population, d'accord. Donc si vous voulez, c'est pas assez ciblé, c'est pas assez précis, ok. C'est-à-dire qu'on diminue des très gros robinets de recettes étatiques pour, je sais pas moi, une partie de la population et pas l'entièreté, d'accord. Ça aurait dû être ciblé, ça aurait dû être plus précis par rapport au niveau de revenu, par rapport à tout ça. Là c'est vraiment ouvrir la vanne de 15 mètres, alors qu'on peut juste être plus précis, mettre un peu plus de travail sur la table et ouvrir juste la vanne de 5 mètres qui suffirait largement, d'accord. Donc voilà, ça c'est 10 milliards de recettes en moins par an, et vous comprenez que là il y a déjà des économies de 25 milliards qui sont nécessaires, d'accord. Et c'est factuel, c'est des chiffres, d'accord. Institut Montaigne, etc. Il n'y a pas de choses inventées. Alors là on va commencer à rentrer sur de l'irrationalité totale. Donc on est justement sur le chiffrage du nouveau Front populaire actuel. Donc vous voyez, je vous ai surligné certaines choses. Donc on a ici la gratuité intégrale à l'école. Alors ça, il faut comprendre que l'école n'est pas gratuite, c'est faux. L'école est financée par les impôts, et c'est ce qui permet aussi de payer les fonctionnaires, d'accord. Donc ça c'est une ligne qui ne devrait pas exister, c'est faux, c'est entièrement faux. Garantie d'autonomie dès 16 ans ou 18 ans. Alors là ils ont pour objectif de donner un salaire entre 6 et 700 € aux premières années d'école supérieure. Ça coûte 8 milliards par an, donc c'est absolument énormissime. Vous comprenez le budget actuel de l'État, hein, c'est pas faisable, c'est pas possible. On a 25 milliards à faire avant 2025, avant juin 2025, d'accord. C'est absolument inenvisageable. Garantie autonome, ça on en a parlé. Gratuité des premiers kilowattheures d'électricité, alors 8,5 milliards d'euros. Je comprends pas du tout pourquoi ils font ça. Ça n'a pas du tout de logique non plus. Passage du SMIC à 1600 € net, alors ça serait catastrophique, hein, on peut le voir ici. Destruction d'emplois 500 000, pourquoi? Parce que si vous voulez, eux, ils estiment qu'il faut augmenter le SMIC, mais qu'on ne doit pas dépenser, enfin, on ne doit pas diminuer les cotisations sociales des entreprises. C'est-à-dire qu'en fait, en France, quand vous allez verser un salaire, par exemple, vous versez 1500 € de salaire, ça va coûter à l'entreprise le double, d'accord. Vous versez le salaire plus les cotisations sociales qui sont quasiment égales au salaire. Donc pour faire ça, vous allez payer quelqu'un 1500 €, il va vous coûter quasiment 3000 €. Et donc là, si vous voulez, ils veulent augmenter le SMIC à 1600 € net, d'accord, sans diminuer les cotisations sociales. Qu'est-ce que ça va faire? Bah, les patrons, ils vont devoir licencier leurs employés parce qu'ils n'auront pas les moyens, de par leur marge, de les payer. D'accord. Donc on a 500 000 destructions d'emplois. C'est énorme, ça va faire exploser le taux de chômage. C'est absolument pas possible, d'accord. Qu'est-ce qu'on a aussi? Hausse de 10% du point d'indice des fonctionnaires, création d'une CSG progressive, retraite à 60 ans avec 40 annuités. Alors retraite à 60 ans, on peut vous dire que c'est absolument infaisable. Aujourd'hui, pourquoi on fait travailler les gens plus longtemps? Parce que ça fait plus de chiffre d'affaires des entreprises. Le chiffre d'affaires, ça permet d'avoir des recettes pour l'État. Les recettes pour l'État, ça lui permet de garantir la solvabilité de sa dette. D'accord. Les gens travaillent plus, ils payent des impôts plus longtemps, et donc forcément, bah, c'est quand même de l'argent gagné sur 3, 4, 5 ans de plus. D'accord. Augmentation du minimum contributif et du minimum de vieillesse, donc ça, 24 milliards aussi. 6e semaine de congé payé, alors en fait on va vous donner une 6e semaine de payé,
30 milliards, je peux s'en rendre compte, c'est énorme. Pareil, destruction de 450 000 emplois, c'est infaisable. Les entreprises n'ont pas les budgets. Elles ont des marges nettes si faibles, en plus des impôts, en plus elles se font tabasser d'imposition, tabasser de fiscalité, d'accord. Ils vont licencier, d'accord, et ça va faire du chômage. Revalorisation de 10% des APL, 1,4 milliard. Renforcer le budget de la culture à 1% du PIB, 23 milliards, je peux vous rendre compte, c'est énorme, c'est absolument infaisable, et le coût budgétaire ici de 286 milliards d'euros, milliards, je mets en milliards, je pas en millions, et quasiment 1,2 million de destruction d'emplois. D'accord, c'est faramineux, c'est énormissime. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'au 1er juillet 2024, il y a 17,3% des salariés du privé qui étaient au SMIC. D'accord, à noter que c'est le seul salaire qui est indexé sur l'inflation, d'accord, qui a connu 8 revalorisations depuis 2021, compte tenu de l'envolée des prix. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, si vous voulez, tout ça là, le fait de balancer de la liquidité dans l'économie sans forcément trop réfléchir, ça va augmenter la masse monétaire en circulation, ça va augmenter l'inflation, donc ça veut dire qu'il faudra émettre des revalorisations justement de SMIC, d'accord, et donc ça va créer encore plus de destruction d'emplois. Enfin, ça ne peut qu'être catastrophique. D'accord, donc on voit que de manière rationnelle et objective, d'accord, il y a une irrationalité totale dans ce plan économique, d'accord, et forcément, si ce plan économique vient à se mettre en œuvre, on aurait une catastrophe cyclique pour la France, de dette, pas dette. Enfin, le pays que vous connaissez aujourd'hui n'aura pas du tout la même figure dans 2 ans, voire même dans 5 ans. D'accord. Voilà pour ça. Quelque chose aussi à mettre en avant de la part de ce parti-là, c'est leur réaménagement des tranches d'imposition sur le revenu proposé justement en 2022, qui devrait voir le jour si le nouveau Front populaire est majoritaire à l'Assemblée nationale et donc prend des décisions très claires. Et donc là justement de leur côté ils ont un barème en 14 tranches sur l'IR, donc l'impôt sur le revenu, pour financer leur programme. Parce qu'il faut bien trouver de l'argent quand même pour tout ça. Et donc ce dernier s'inspire d'une proposition faite par LFI à l'époque, d'accord, qui prévoit de monter l'IR sur des tranches de 1% à, écoutez bien, 90%. D'accord, ce qui est absolument énormissime, énormissime. Donc vous voyez ici, quand vous gagnez entre 0 et 10 000 euros à peu près, c'est 1%. Et surtout en fait ce qu'il faut comprendre, c'est que pour financer tout ça, eux de leur côté, clairement, c'est ce qu'ils ont expliqué, ils veulent abolir les privilèges des milliardaires. Sauf que ce qu'ils ne comprennent pas, et c'est ce qu'il va falloir se mettre dans la tête parce que ça peut vraiment être catastrophique d'un point de vue économique, c'est que les gens qui ont une flexibilité financière, aujourd'hui on n'est plus à l'époque de Napoléon, on a une flexibilité financière, les capitaux circulent de manière très rapide, d'accord. Si justement on a ce pays, enfin ce parti qui prend la tête du pays, les gens qui ont les moyens et qui sont flexibles financièrement parlant se délocaliseront et délocaliseront leur société, vont délocaliser leur activité. Ils ont les moyens, la trésorerie, la finance pour s'évader du pays. D'accord, donc ça serait encore plus problématique parce qu'à ce moment-là, il n'y aurait plus personne à taxer. Et s'il n'y a plus personne à taxer, il n'y a plus de recettes. Et s'il n'y a plus de recettes, il n'y a plus de financement de programme. Et s'il n'y a plus de financement de programme, il n'y a plus rien. D'accord, il n'y a plus rien et on commence à arriver sur une crise sociétale énorme. D'accord, ça peut vraiment être catastrophique. D'accord. Donc vous voyez, on est quand même sur l'irrationalité totale parce que au-delà de 400 000 euros par an, ce qui est quand même très conséquent, c'est 90% d'imposition. Aujourd'hui, les gens qui gagnent plus de 400 000 euros par an, ils sont taxés à 45%. D'accord, ce qui est déjà énorme. Ok, 90% d'imposition, enfin que ce soit vous ou moi. Si demain j'ai un salaire net de 400, brut de 400 000 euros par an, ça veut dire que si je vois que je suis imposé à 90% en France, non, je ne reste pas. C'est inévitable, d'accord. Toutes ces grosses fortunes, à partir des 45, 50, vont partir, d'accord. Et c'est chez eux qu'on récupère le plus d'impôts, donc le plus de recettes, donc le plus d'argent pour financer les programmes, d'accord. Donc c'est absolument irréalisable, c'est absolument utopique, c'est absolument infaisable, et ça porterait vraiment le pays à l'époque de l'URSS à l'époque. Et donc justement, ce sont les riches qui paieront, ce sont les mots justement du parti. Donc vous voyez, adopter un projet de loi de finances restrictive le 4 août pour se doter d'une politique fiscale juste, avec notamment les mesures suivantes: accroître la progressivité de l'impôt sur le revenu à 14 tranches, donc c'est ce qu'on vient de voir ici, rendre la CSG progressive, rétablir un impôt de solidarité sur la fortune, l'ISF, renforcé par un volet climatique, supprimer la flat tax et rétablir l'exit tax, supprimer les niches fiscales inefficaces, injustes et polluantes, réformer l'impôt sur l'héritage pour le rendre plus progressif en ciblant les plus hauts niveaux de patrimoine et instaurer un héritage maximal, et justement instaurer une taxe kilométrique sur les produits importés. Bon, autant vous dire que c'est absolument irréalisable.
c'est utopique, mais ça pourrait poser des très très gros soucis. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que la limite tolérable, est-ce qu'elle n'aurait pas déjà été atteinte au niveau de l'imposition? Il faut comprendre que les recettes fiscales continuent d'augmenter dans les pays de l'OCDE, d'accord? Et est-ce que justement la limite elle n'a pas été, voire même dépassée, d'accord? La France, c'est le pays qui est le plus imposé d'après les données de 2017, d'accord? Donc ça c'est les recettes fiscales en pourcentage du PIB au niveau de la France. Vous voyez ici 46,2%, c'est absolument énormissime, d'accord? C'est absolument énorme. Et je peux vous dire que par rapport aux élections et par rapport aux résultats qui vont pouvoir justement apparaître avant la fin de l'été, on risque d'avoir des très gros tournois économiques qui prennent place, d'accord? Donc ça voilà, ça c'était pour le Front Populaire, là où on a les recettes fiscales justement en pourcentage du PIB, et ici on voit que la France est deuxième, d'accord, est deuxième juste ici. Alors oui, il y en a qui pourraient me dire oui mais le Danemark, la Suède, on pourrait faire des comparatifs, machin. Non, non, c'est pas les mêmes économies, c'est pas le même système de vie, c'est pas la même qualité de vie, ça fonctionne pas du tout pareil, c'est absolument incomparable, d'accord. Il faudrait une vidéo entière pour pouvoir comparer la France et la Suède, on fonctionne pas du tout de la même manière. Donc vous voyez à quel point ça pourrait poser beaucoup de soucis si justement ce parti commence à mettre en place son plan économique. Encore une fois, c'est pas un jugement de valeur, hein, c'est juste factuel. On a les datas de la France, on a son portefeuille, est-ce qu'on a, on sait ce qu'on a on sait ce qu'elle a dans son portefeuille, on sait ce qu'elle doit. À un moment donné, il faut comprendre que c'est pas possible, c'est pas réalisable. On a aussi justement le parti politique de Jordan Bardella et de Marine Le Pen, donc qui a pu nous délivrer finalement leurs idées économiques. Et pareil, il y a des trop gros soucis, d'accord. Restaurer la retraite à 60 ans, c'est absolument pas possible non plus. Ça fait perdre beaucoup trop d'argent, et il y a besoin de recettes fiscales pour l'État pour actuellement retrouver une situation économique beaucoup plus stable. Le pouvoir d'achat, donc proposer un prêt d'État jusqu'à 100 000 euros à un taux zéro pour favoriser l'accès à la propriété, c'est absolument pas faisable, en tout cas dans l'ère actuelle, d'accord. On a des taux qui sont à 4,5% au combat de l'inflation, on a beaucoup plus besoin de politique d'austérité, bien plus que de politique de relance, d'accord. Ça peut être une idée, mais pour le moment c'est pas du tout possible. Exonérer de cotisation patronale la hausse de 10% des salaires inférieurs à 3 SMIC, donc ça peut par contre être très intéressant, d'accord. Ça pour le coup je pense que c'est un des éléments à retenir de leur programme, parce que du coup ça pourrait permettre justement aux patrons d'accroître leur chiffre d'affaires par justement le fait d'avoir moins de charges sur les salaires, et donc ça pourrait faire plus de recettes fiscales pour l'État. Donc ça, il y a une logique assez intéressante. Baisser la TVA de 20 à 5,5% pour les carburants, l'électricité, le gaz, le fuel. Bon, ça si vous voulez, ça cible qu'une partie de l'économie, et je trouve que c'est une baisse beaucoup trop radicale. Pour moi c'est pas acceptable. Encore une fois, c'est comme si vous aviez l'opportunité, je sais pas moi, de pouvoir, je sais pas, voilà, vous avez une vanne, je trouve ça intéressant, mais vous avez une vanne de 20 mètres de largeur, vous dire bah allez, on s'embête pas, on va pas chercher les détails, on ouvre cette vanne là, pouf, on fait couler l'eau, vous avez gaspillé beaucoup d'eau, alors que s'il y avait eu des recherches plus précises, je pense que la vanne de 5 mètres aurait largement suffi, d'accord. Bah là c'est exactement le cas. Supprimer la cotisation foncière des entreprises et alléger les impôts de production, donc ça c'est 9,6 milliards. Octroyer des prêts aux TPE-PME grâce à un emprunt national de 500 milliards avec l'épargne des Français 7,5 milliards, d'accord. Donc on est sur un total estimé par l'Institut Montaigne, encore une fois, à quasiment 119,6 milliards, ce qui est absolument énorme, d'accord, et ce qui n'est pas acceptable en tout cas dans les temps actuels. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout est absolument vague et très dur à chiffrer. Pire, la plupart des partis se ravisent jour après jour en enlevant des mesures de manière continue, d'accord, de manière continue, ils enlèvent des mesures tous les jours en fait, plus ça avance, plus ils en enlèvent. Pourquoi? Parce qu'ils savent très bien que c'est la finance qui dicte la politique et pas la politique qui dicte la finance, d'accord. Maintenant, d'un point de vue entre guillemets sociétal, culturel, on a des idées qui sont très intéressantes du côté des deux partis, que je ne suis pas là pour juger, je ne prends pas part à la politique, mais que beaucoup de personnes trouvent intéressantes, et s'ils trouvent intéressantes, tant mieux, mais il faut quand même comprendre que ce qui dicte votre quotidien, c'est l'économie, c'est la finance, d'accord. Et c'est très important à se mettre en tête. À noter qu'aujourd'hui, voilà, on n'est plus du tout dans des époques où les politiques se respectent, se parlent bien, se mettent en avant d'une manière assez propre, d'accord. Aujourd'hui, voilà, ça s'insulte sur les réseaux, ça se tacle, vous voyez, on se coupe la parole tout le temps. Enfin, la politique d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec la politique d'il y a 20 ans. On n'est plus du tout sur les mêmes standards. Donc forcément, c'est un peu compliqué aussi en tant qu'investisseur de trouver de la rationalité, de l'objectivité dans certains propos. Comment éviter justement, comment évoluer le déficit public? Donc là on a un déficit public qui est catastrophique finalement. Vous voyez ici en 2020 forcément moins 10%, mais c'était un événement exceptionnel avec le Covid, donc c'est pas à prendre en compte. Mais là on est à moins 5,5%, d'accord, c'est absolument énorme. Il va falloir remonter la pente rapidement. Mais le parti Renaissance, c'est le parti préféré des marchés, non pas le mien, mais le parti préféré des marchés. Parmi les trois
tête parce qu'il est considéré comme étant le plus pro-business, le plus proche finalement de ce qu'on pourrait avoir besoin dans l'instant T sur le point de vue économique, pas sur le point de vue culturel, qu'on s'entende là-dessus. D'accord, rien que sur le point de vue économique. Le reste ne m'intéresse pas, c'est pas le sujet de la vidéo. Et donc ici, les marchés financiers ne se laisseront pas faire, et les extrêmes gauchistes anti-finance ne seront pas épargnés. Que vous ne soyez pas pour la finance, vous ne pouvez pas faire sans la finance. C'est ce qu'il faut bien comprendre. Et ce qui est rassurant, c'est que ces deux parties se passent ou pas, leurs plans économiques à 80% ne seront pas applicables, ils sont purement inapplicables, d'accord, en tout cas sur les 3-4 premières années. Après, là si vous voulez, la vidéo que je vous fais, c'est sur ce que ça va donner jusqu'à la fin du mandat d'Emmanuel Macron, d'accord. Quand on va pouvoir justement retrouver les nouvelles élections présidentielles, par exemple, ce que Jordan Bardella et Marine Le Pen nous mettent devant les yeux va potentiellement pouvoir être réalisable. Ça dépendra de la situation budgétaire du pays à ce moment-là, d'accord. Pour le moment, ça ne l'est pas. Et donc, on a les intentions de vote aux élections législatives qui sont les suivantes. Rassemblement national 34%, Nouveau Front Populaire 29%, Renaissance 22%. D'accord, les autres ne nous intéressent pas beaucoup, mais vous voyez qu'on est très très collé, on a quand même le RN qui ici s'envole. Au niveau justement du sondage de Harris Interactive pour les élections législatives, on aurait du coup le Rassemblement national qui serait entre 235 et 280 sièges, d'accord, donc qui aurait quand même une très très grosse place aux voix dans l'Assemblée nationale et donc dans la direction du pays, parce que c'est l'Assemblée nationale qui vote les lois et qui du coup les fait appliquer dans l'économie de tous les jours. L'alliance de gauche, donc le Front Populaire entre 135 et 165, et le camp présidentiel actuel entre 95 et 130, d'accord. Donc autant vous dire que on est quand même à mon avis sur un très gros tournant de l'économie, et surtout ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a un très gros danger qui pourrait pointer le bout de son nez, c'est ce qu'on appelle la trappe à dette, d'accord. La trappe à dette, comme justement ce que l'économie italienne a pu connaître pendant longtemps. Qu'est-ce que c'est la trappe à dette? C'est que vous avez plus de dépenses que de recettes et que vous êtes en incapacité de répondre finalement aux dettes que vous avez. Et donc là, on commence à rentrer dans des problématiques beaucoup plus compliquées et on a l'intervention en principe de la Banque centrale européenne qui prend place. Donc forcément, l'objectif, ça serait de pouvoir éviter cet événement pour justement garder une continuité économique relativement stable. D'accord. Donc voilà, j'ai essayé de vous résumer très simplement là où on en est au niveau de l'économie française, ce que les partis veulent mettre en place, pourquoi c'est pas possible et pourquoi ça pourrait avoir des problématiques énormes, d'accord. J'espère que c'est compris, j'espère que j'ai été simple. Encore une fois, je ne suis pas rentré dans certains détails, j'ai même été relativement trop simple, voire même un peu vulgaire à mon sens, sur certaines interprétations économiques et sur certains termes financiers. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à le faire savoir dans l'espace commentaire juste en dessous. Si vous voulez me contacter sur Instagram, ça sera avec grand plaisir. En attendant, n'oubliez pas qu'il y a un Discord gratuit que vous pouvez rejoindre où je partage mes investissements, où je partage des vidéos totalement gratuites de comment je pratique mon métier de manière quotidienne, d'accord, manière quotidienne, pardon. Et en tout cas, j'espère que cette vidéo vraiment vous a plu. J'ai mis du temps à pouvoir la faire, la mettre en place et surtout le pouvoir entre guillemets, il y a une certaine compréhensibilité derrière tout ça. Donc voilà, écoutez, prenez soin de vous, passez une bonne journée, une bonne soirée suivant l'heure à laquelle vous regardez tout ça, et on se retrouve dans un prochain format. Au revoir tout le monde.